Amis internautes, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission Info pour tous. Nous rappelons qu'au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité, mais à la lumière de la Bible. Et nous avons notre invité qui est le pasteur Moshe de Rouen. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, pasteur Moshe? Très bien, par la grâce de Dieu. Vous allez bien malgré ce monde qui va mal? Avec la foi, on peut dire que tout va bien puisque Dieu est avec nous. Je nous invite à regarder cette vidéo, un témoignage d'un médecin qui a contracté le coronavirus et il nous fait part de son expérience et ensuite nous allons vous solliciter pour avoir votre éclairage sur la question. Comme disent mes petits-enfants. Bonjour, moi je suis Patrick Lebange, médecin généraliste à La Roche-Blanche dans le Puy-de-Dôme. Je suis actuellement en quatorzaine parce que j'ai attrapé le Covid-19, testé positif mardi. D'abord un mal de gorge comme si j'avais chopé une pharyngite, associé à des frissons et des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête importants. Et très rapidement s'est installé un essoufflement et une toux douloureuse. Contrairement aux dogmes auxquels on devrait obéir, j'ai appliqué immédiatement le traitement décrié du professeur Raoult, c'est-à-dire que dès samedi midi, je prenais du plaquenil, donc de la chloroquine, et de l'azithromycine. Parce que ça me semblait actuellement, vu la crise sanitaire, le choix entre rien du tout et quelque chose qui est peut-être efficace, j'ai choisi d'opter pour le peut-être efficace. Les premiers symptômes sont apparus vendredi dernier, et donc testé positif mardi, et je pense que j'ai été contaminé par un patient le vendredi de la semaine d'avant. Pour l'instant, de toute façon, nous médecins ne pouvons nous l'appliquer qu'à nous-mêmes, mais je pense que, sous couvert de précautions, je pense qu'on peut donner ce traitement à 80% de la population, et surtout pas le réserver aux gens qui sont en train de mourir en réanimation. Ça sert strictement à rien de leur donner. J'ai 66 ans. J'ai immédiatement coché que c'était Covid-19 pour la simple raison que les grippes ont disparu aujourd'hui et surtout je suis vacciné. Et sur la brutalité de l'installation, pour moi ça faisait pas l'ombre d'un doute. Non, même pas peur, même pas mal, comme disent mes petits-enfants. Ah, pas du tout, je suis en pleine santé, je suis jamais malade. Aujourd'hui, je vais parfaitement bien, contrairement aux 5 derniers jours. Et ils ont dit ça parce qu'il n'y avait pas de masque. Donc, quand on n'a pas de masque, on dit que ça ne sert à rien. Non, non, non. Le vaccin existe pour la grippe et on a des épidémies de grippe quand même, hein. Donc ça n'empêche pas, ça limite la casse pour les sujets fragiles qui acceptent la vaccination. Non, ce qu'il faut, c'est se référer à ce que les Coréens du Sud ont fait, hein. Dépistage de masse. Si on ne fait pas un dépistage de masse, quand on va sortir du confinement, on va libérer les gens qui sont porteurs. Le docteur Lardenois, il s'appelle, qui est président de la Caisse autonome de retraite des médecins français. Il a demandé à ce que nous ayons, nous médecins, l'autorisation de nous fournir en plaquenil, de façon à ce que tous les médecins qui vont être atteints, il va y en avoir des dizaines de milliers, se traitent. Et comme nous sommes des professionnels de santé, on pourra faire des observations quotidiennes de l'évolution de la pathologie et avoir très rapidement un retour d'expérience fait par des gens formés. Mais il nous faut cette autorisation. Et ce qu'a dit le docteur Lardenois, c'est que là, nous sommes dans une crise sanitaire, nous ne sommes pas dans une crise
politique et dans une crise sanitaire, la parole doit rester aux professionnels de santé, pas aux politiques. Nous, ces médicaments, ça fait 40 ans qu'ils sont mis sur le marché, qu'ils sont vendus, on les utilise, on les connaît, on ne fera pas de bêtises. Il faut faire confiance aux professionnels de santé. Pour l'instant, c'est très bien géré. Ils ont organisé parfaitement la libération des lits, que ce soit sur le CHRU ou à la clinique de la Châtaigneraie ou au pôle santé République. On a libéré des lits de chirurgie en annulant les interventions chirurgicales programmées. Et là, on a capacité à recevoir beaucoup de patients. Heureusement, jusqu'à présent, on n'en a pas beaucoup d'hospitalisés, et tant mieux. Mais le message à faire passer, c'est surtout donner-leur des masques. Hein. Parce que moi, j'ai exercé, j'étais en vacances, j'ai repris mon activité le 2 mars. Jusqu'au 19 mars, on n'avait pas de masque. Donc on était en première ligne sans masque. Donc inéluctablement, c'est comme si on envoyait nos soldats au Mali avec des pistolets à bouchon. Alors, Pasteur Moshe, ce témoignage, donc c'est un témoignage qui date d'il y a presque un an. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. La première chose, c'est que ce médecin dit qu'il n'y a pas de traitements qui sont proposés. Il n'y a pas de traitements qui sont mis à la disposition des personnes. Comment ça se fait? Ça se fait qu'il y a forcément une décision qui vient d'en haut pour imposer qu'on ne donne pas aux gens des médicaments. Parce qu'il dit qu'au début de l'épidémie, les médecins avaient la possibilité de se fournir en Plaquenil. Mais l'ordre a été donné après d'interdire cette distribution. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a eu sa main pour décider cette interdiction? Oui, bien sûr, quand on dit l'ordre, l'ordre, ça vient du gouvernement. Et comme c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait, qu'un gouvernement commence à dire quel médicament il faut prendre, et comme c'est généralisé pratiquement dans le monde occidental, nous pensons que ça fait partie du nouvel ordre mondial, des décisions du nouvel ordre mondial, qu'il ne voulait pas à tout prix que les gens soient soignés. Mais pour réponse, il dit qu'il a eu deux choix, entre rien et pas efficace. Lui, il a choisi pas efficace. Non, mais il s'avère que peut-être efficace. Peut-être efficace. Mais il s'avère que ça a été efficace parce qu'au bout de 5 jours, il allait bien. Mais voilà, ça n'existe pas qu'on dise à quelqu'un « reste chez toi » et dès que tu te sens mourir, là, c'est là que tu vas à l'hôpital. Non, au contraire, on essaie de faire quelque chose avec les moyens du bord. Peut-être avec, comment dire, même de l'eau chaude. Donc, mais quand on ne propose rien, on dit « restez chez vous », donc il y a un problème. Et surtout qu'il y a des médecins qualifiés qui proposaient des traitements. Voilà. Et on les a fait taire pour imposer le non-traitement. Donc on pense qu'il y a une main noire derrière tout ça. Je rebondis sur ce que vous dites. Pensez-vous qu'il y a un complot derrière la Covid-19? Il y a un complot derrière tout ça. Quand on voit les éléments suivants, le refus de traiter les gens, alors que les traitements sont là. Ils disent que les traitements sont inefficaces. Mais si c'est inefficace... Et dangereux. Donc ça... Ah, voilà. Donc, si se limite à dire c'est inefficace, les gens vont dire, mais si c'est inefficace, laissez les gens prendre, ça ne leur fera pas de mal. Ah oui, mais c'est dangereux. Mais c'est dangereux comment ça fait 40 ans, plus de 40 ans que les gens utilisent ces mêmes médicaments. Donc, en quoi c'est dangereux? Parce que c'est utilisé depuis longtemps. On a suffisamment de recul pour savoir que ce n'est pas dangereux. Moi, le premier, quand j'étais enfant, j'étais jeune, j'ai pris souvent cette molécule contre le paludisme. Donc, comment on peut dire que c'est dangereux? Donc, c'est pourquoi, au vu de cela, donc ça, le problème, le refus de traitement, l'affaire du Lancet, où on a monté toute une fausse étude qui a été publiée dans un journal de prestige pour dire que l'hydroxychloroquine ne donnait pas de bons résultats et au contraire que c'était dangereux. Et qui a monté cette étude? Qui a financé plutôt cette étude? Qui est derrière tout ça? Aucune enquête n'a été faite. Alors qu'on a privé beaucoup de pays du monde de ce médicament à cause de cette étude du Lancet. Donc aujourd'hui, on ne sait pas qui avait commandé cette étude. On ne sait pas aujourd'hui si le gouvernement du monde entier fait l'enquête pour savoir, pour attraper ces gens-là. Donc on comprend qu'il y a un complot derrière. Il y a l'affaire du Remdesivir. Donc ce faux médicament qui
était censé guérir les gens et qui coûtait hyper cher. Le médicament de Gilead, aujourd'hui, tout le monde est au courant du fait que l'Union européenne savait déjà que c'était un médicament inefficace et voire dangereux pour les reins. Mais Mais s'ils savaient, ils n'auraient pas commandé, ils l'ont commandé c'est la preuve du complot. À hauteur de 2 milliards d'euros. Voilà, c'est la preuve du complot. Donc, ils savaient, mais ils ont commandé quand même parce que c'était ça qu'ils voulaient. Donc vous êtes un complotiste alors? Je suis un complotiste. Donc, parce que pour moi, le complot est tellement évident que si tu n'es pas un complotiste par rapport à cette affaire, donc il y a un problème. Donc, le complot est très évident. Peut-on penser qu'il y a un complot? Est-ce que c'est nier la maladie? Parce que la maladie est bien réelle. Il y a des gens qui meurent de... On ne nie pas la maladie, mais nous pensons tout simplement que les mesures de restriction et les mesures d'interdiction qui sont prises par les autorités du monde occidental ne sont pas justifiées par la dangerosité de cette maladie. Oui, il y a des gens, on connaît même dans notre environnement des gens qui en ont vraiment souffert. Mais moi, je veux vous dire qu'en 2001, il n'y avait pas encore le Covid. Moi, j'étais parti visiter un ami à Amiens et j'ai eu la toux qui m'a conduit en soins intensifs. La preuve que j'étais en bonne santé, j'ai pu aller visiter l'ami. Mais comment je me retrouve en soins intensifs pour une bronchite, une toux forte? C'est pour dire que, à l'époque, j'avais 29 ans. C'est pour vous dire que ça peut dégénérer pour tout le monde. En janvier 2019, le Covid n'était pas encore répandu. Moi, j'étais en Guyane. Je suis parti aux urgences parce que j'avais une toux très forte. Et on m'avait donné l'azithromycine qui m'avait calmé en 3 jours. C'est pour dire que ça peut dégénérer pour tout le monde. En pays chaud, moi, j'ai été donc en problème par rapport à une maladie des pays froids. Donc, on ne nie pas qu'il y a des gens qui en ont souffert, mais on veut voir les choses d'une manière générale. Aujourd'hui, j'ai entendu que sur les moins de 65 ans, il y a eu moins de morts en 2020 qu'en 2019. Donc, il se base sur une surmortalité, mais une surmortalité des gens de plus de 75 ans pour décider de freiner toute une économie, prendre des mesures liberticides. Rien que pour ça, on comprend à partir de tout ça qu'il y a une idée derrière tout cela. Surtout que dernièrement, il y a une femme de la politique qui a dit que c'est depuis 2019 que le projet de passeport sanitaire est décidé par l'Union européenne. Donc, on peut comprendre que cette pandémie a été utilisée pour mettre en branle des projets avec d'autres intentions qui existaient bien Donc, avant. vous pensez que tous les tâtonnements du gouvernement avec les masques inutiles, finalement obligatoires, avec toutes ces mesures, vous pensez que tous ces tâtonnements sont faits de manière consciente c'est sciemment qui prennent ces décisions-là? Il y a des parties conscientes et il y a des parties liées à la difficulté de mettre en place un projet qu'on ne peut pas avouer. Donc quand on met en place quelque chose qu'on ne peut pas avouer, c'est difficile. Du coup, ça fait des ratés. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont échoué. Donc, ceux ils attendaient 500 000 morts en France. Ils attendaient une telle hécatombe que les gens soient obligés d'aller tête baissée vers le vaccin ou accepter des mesures les plus liberticides que soient. Mais ça n'a pas marché. Vous faites la transition, donc vous avez parlé du vaccin. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour pouvoir envisager l'avenir désormais comme il était avant? Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne nouvelle. Oui, il y a le vaccin maintenant. Non, mais parce que le gouvernement nous dit que maintenant qu'il y a le vaccin, une fois que les Français sont vaccinés, on pourra aller au cinéma, on pourra aller au restaurant, on pourra faire des activités sportives. C'est une très bonne nouvelle, ça. Mais les Israéliens sont aujourd'hui, je crois, majoritairement vaccinés. Ils ont toujours les mesures barrières. Ils ont toujours le confinement. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que ce vaccin-là à ARN messager, on n'a pas suffisamment de recul par rapport à ce vaccin. Ce n'est pas non plus une bonne nouvelle parce que quelque chose qu'on vous force à prendre lève des suspicions. Ce n'est pas obligatoire.
officiellement, ce n'est pas obligatoire. Mais il y a tout qui est fait pour obliger les gens à prendre ça. Vous savez, essayer de mettre une Mercedes gratuite à 500 €, vous ne forcerez personne. Les gens iraient acheter, même la plus petite Mercedes. Donc, si quelque chose est bon, quelque chose est efficace, c'est les gens qui courront après ça. Donc, quand on veut imposer quelque chose, forcément, c'est qu'on veut glisser des choses Est-ce que inavouables. cette suspicion n'est pas liée au caractère français qui, de manière générale, s'oppose à l'autorité, qui voit le complot partout, qui voit le mal partout? Parce que même le vaccin par rapport à la grippe, les Français ne sont pas friands de cela. Est-ce qu'on peut le comprendre de cette manière? Ah non, puisque cette année, plutôt l'année passée, les vaccins contre la grippe étaient en rupture de stock. Il n'y en avait plus. Les gens voulaient, mais il n'y en avait plus. C'est pour dire que les Français ne sont pas si anti-vaccins que ça. Mais c'est tout ce processus de mensonges, en commençant par les masques, en commençant par le refus de traitement, tout ce processus de mensonges répétés laisse penser que il y a un mensonge de plus à travers le vaccin. C'est tout. Au fait, c'est la logique, le raisonnement, comme on dit, c'est la raison qui fait que les gens se disent il y a un problème, il y a anguille sous roche. Mais les accusations que vous portez sont très graves. Vous dites qu'il y a une caste de personnes qui décident de tuer des gens pour faire passer leurs intérêts. C'est ça qu'on peut lire dans ce que vous dites. Bien sûr, ces gens-là ne reculent devant rien. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. C'est eux qui créent les guerres mondiales. Donc, ils créent des situations. La devise de la franc-maçonnerie, c'est ordo ab chaos. Donc, on met d'abord le chaos, ensuite, on impose l'ordre. Donc, il faut d'abord mettre le chaos. Ce n'est pas nouveau. Donc, ils l'ont fait avec les guerres. Là, c'est avec une pandémie. Et ils comptent refaire avec d'autres pandémies, puisque les guerres deviennent un peu plus difficiles aujourd'hui, mais quoi que ça ne soit pas fini. Donc pensez-vous que c'est un projet qui concerne l'Europe ou le monde entier? Ça concerne le monde entier, parce que parce que l'Afrique n'est pas touchée à la même hauteur que l'Europe. Mais elle prend de mêmes mesures que l'Europe. C'est anormal. Donc on se dit il y a un problème. C'est des mesures préventives, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire face à une véritable épidémie comme en Europe. On nous avait prédit une catastrophe en Afrique. On n'a pas vu ça. Parce que c'est ça que nous pensons qu'il voulait. Il voulait une catastrophe mondiale qui impose un ordre mondial avec une vaccination mondiale, une identification numérique mondiale de personnes pour pouvoir ouvrir la porte à l'antichrist qui doit régner sur le monde, qu'on appelle dans la Bible l'homme impie, le dictateur mondial. Dans ce que vous dites là, finalement, vous dressez un tableau qui est assez sombre pour quelqu'un qui vous écoute, qui se dit finalement, nous sommes dirigés par un ordre mondial qui finalement va avoir autorité sur nous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui vous écoute, qui a peur de cette pandémie et qui se retrouve finalement sans recours parce qu'il ne peut pas avoir confiance en ses dirigeants? Déjà, je confirme que nous sommes dirigés par un ordre mondial négatif. C'est écrit dans 1 Jean 5, 19. Le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Maintenant, il y a plus fort que le malin. Il est écrit dans 1 Jean 4, 4, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est qui? C'est Jésus. Donc, je demande à tous les auditeurs, à tous ceux qui écoutent, de se ranger derrière le grand berger qui est Jésus, qui ne veut que notre bien, qui s'est sacrifié à la croix pour nous et qui est le Dieu vivant capable de nous protéger de tout mal. Voilà, c'est le moment d'arrêter de mener sa vie tout seul. Il faut mettre sa vie sous l'autorité de Jésus. Question indiscrète, Pasteur Moshe, est-ce que vous avez contracté la Covid? Oui. Et comment vous sentez-vous? Je me sens très bien. Donc, je ne veux pas dire le médicament que j'ai pris. Moi, je n'ai pas hésité. Je ne suis pas resté chez moi à attendre la mort. J'ai attaqué un médicament et puis voilà, ça n'a duré que 3 jours. D'accord. Nous passons à notre second sujet. Donc, je vous invite à regarder avec moi ce sujet et ensuite nous commenterons. In short, we embarked on a mission to make America great again for all Americans. As I conclude my term as the 45th President of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. On peut dire, c'est qu'à son actif, il y a eu une politique sur la Chine assez intransigeante de confrontation commerciale, notamment avec la Chine. Sur le plan des impôts, il y a bien sûr toute une partie de l'Amérique qui était satisfaite de voir les impôts sur les plus riches revenus
allégé en quelque sorte, donc il a boosté de manière un peu artificielle aussi Wall Street. Et vu l'ampleur de la crise économique qui profile derrière la crise sanitaire, l'addition risque aussi d'être lourde et ça va être un des premiers gestes de Joe Biden de rétablir un peu d'équité dans le système fiscal américain. L'autre grande tentative qu'il voulait faire, c'était de faire ce fameux mur à la frontière. Ça a un peu endigué les chiffres effectivement d'immigration, mais ça a aussi créé des positions de clandestinité irrémédiables et très dures, avec notamment la question des enfants, des mineurs. Et là aussi, ça a été essentiellement un théâtre plus qu'une réalisation. Il laisse un passif assez délicat, à la fois sur la scène intérieure et sur la scène internationale. Sur la scène intérieure, on voit combien le pays est polarisé, divisé, et justement, il n'a pas fait office de réunificateur du pays, alors que c'est le rôle qui revient normalement au président des États-Unis. Donc il a creusé vraiment les divisions, et ça va être très difficile de soigner ces blessures-là, puis de réunir le pays, même si c'est l'objectif numéro 1 déclaré de Joe Biden. Sur la scène internationale, il a laissé quelques mines avant de partir ces dernières semaines sur des sujets très sensibles. L'Iran, à commencer par l'Iran, ça va être très difficile pour essayer de ramener l'Iran dans une discussion diplomatique. La même chose avec Cuba, puisqu'il a de nouveau serré la vis sur le régime cubain, et ça c'est à lire par rapport à ses propres intérêts en Floride, puisque c'est en Floride que le clan Trump a maintenant résidé, et donc la question cubaine est toujours hypersensible. Est-ce que le Trumpisme va lui survivre? Est-ce que ce qui s'est passé le 6 janvier, au contraire, enterre définitivement les chances pour Donald Trump de revenir dans le combat? C'est un peu tôt pour le dire. Le passage va être très délicat. Tout va dépendre de la réussite et de la conviction que va mettre Joe Biden pour emmener avec lui l'opinion américaine. S'il réussit, s'il a des signaux positifs, on peut imaginer que les républicains eux-mêmes auront très vite envie de tourner la page des années Trump. C'est déjà le cas pour beaucoup d'entre eux. Si par contre, il y a des tensions, des violences, si ce climat de guerre civile larvée continue à être entretenu, et donc si Joe Biden bute et peine manifestement à incarner cette réunification qu'il veut incarner, cet apaisement, là, ça va devenir plus compliqué et le clan Trump pourrait continuer à peser sur le cours des événements. Je pense que l'image qui va rester, c'est celle d'un président en exercice qui tient un discours devant ses supporters les plus déchaînés, devant la Maison-Blanche, c'était le 6 janvier justement, et qui les incite à marcher sur le Capitole, qui est vraiment le symbole même du fonctionnement de la démocratie américaine. Et là, on a eu à la fois l'image d'un président des États-Unis en chef de faction, et en même temps l'affaiblissement à l'échelle globale de l'image de la démocratie américaine. Alors, Pasteur Moshe, le monde aujourd'hui est soulagé avec l'élection de Joe Biden. Est-ce que vous partagez ce soulagement? Quand vous dites le monde, vous voulez parler du monde occidental et de la Chine. Donc je ne pense pas que tous les pays sont de cet avis-là. C'est le monde occidental et la Chine qui sont la tête du nouvel ordre mondial, qui étaient gênés par Donald Trump, qui se sentent soulagés. Son élection était-elle une faute ou un accident de l'histoire? C'était un accident parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'il irait jusqu'au bout. Et ça a été une surprise. Vous savez, dans le passé, il y a eu un pape qui avait fait, je crois, 2 jours. C'était un accident. Dès qu'il a pris le pouvoir, il a commencé, dès le premier jour, à prendre des mesures anti-système par rapport au catholicisme. Il a été éliminé en 2 jours. Voilà. Donc ça existe des accidents comme ça, des choses qui échappent aux forces des ténèbres qui dirigent le monde, ça, parce que ce n'est pas eux qui contrôlent tout, c'est Dieu qui contrôle tout. Donc il y a des moments où les choses leur échappent. Oui, Donald Trump a été comme un accident dans ce sens-là. Et voilà. Mais lorsque nous regardons ce reportage, nous voyons que le bilan, de manière générale, globalement, n'est pas en sa faveur. Qu'est-ce que vous pensez de cela? On a pu voir comment il a pu se comporter vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des minorités, vis-à-vis des différentes communautés. Et comme cela a été dit, il n'a pas contribué à l'apaisement de la population. Aujourd'hui, la population américaine est divisée en 2. Non, mais le monsieur qui a parlé, il a parlé à charge. Donc, il a sorti les choses contre Donald Trump. Quel bilan faites-vous? C'est pas honnête. Oui, donc tout le monde sait que la porte de la réélection de
de Trump était largement ouverte à cause du bilan économique. Ça, tout le monde le sait. Donc, c'est quelqu'un qui a redressé l'économie américaine, qui a ramené l'emploi que la Chine avait rendu captive. Donc, les Chinois avaient pris les emplois américains d'une certaine manière et Trump a ramené ça aux États-Unis. Trump a pris des mesures en international concernant Israël. Donc, on a vu l'apaisement entre Israël et les pays arabes. On a vu le retour de Jérusalem, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Donc, on a vu le fait qu'il n'a pas fait de guerre. Trump, c'est le seul président américain qui ne fait pas de guerre. Ça fait des décennies. Donc, son bilan est vraiment positif. Oui, nous déplorons les excès de langage, les écarts de langage. Nous déplorons ça, mais ça ne fait pas de lui le plus mauvais. Il est le moins mauvais de tous ces présidents-là. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que président de la première puissance mondiale, on a vocation aussi à se tourner vers le monde pour pouvoir aider? Je ne parle pas de gendarmes du monde, mais d'une certaine manière, c'est aussi ça le rôle des États-Unis. Mais Trump a été plutôt dans l'évitement de tout ça. C'était America First. Oui, moi je pense que Trump a aidé puisqu'il a en quelque sorte dit à chaque pays de prendre ses responsabilités. Donc, travaillez vous pour votre pays comme moi je travaille pour le mien. Donc, Trump a été un frein pour ce genre d'organisation supranationale qui est, comment dire, l'avant-goût de la dictature mondiale. Donc, toutes ces organisations supranationales, les histoires du climat, l'Organisation mondiale du commerce, l'ONU, Trump, l'OMS, toutes ces organisations-là qui sont les agents du nouvel ordre mondial pour unir le monde autour du dictateur mondial à venir, ben Trump s'est opposé à ça. Donc je pense qu'il a aidé les peuples dans cela parce que sinon on serait déjà loin dans tout près de la dictature mondiale. Donc moi je pense qu'il a aidé. Moi j'ai un exemple concret, c'est qu'en République démocratique du Congo, on a connu un dictateur qui est resté là pendant des années sous les démocrates, mais qui est sorti du pouvoir quand Trump a été en place. Donc j'ai un exemple concret. Voilà. Oui, mais c'est discutable. Ça peut être aussi un concours de circonstances. Ce président était en place, ce dictateur, depuis 17 ans. Est-ce que peut-être que la population verrait d'un mauvais œil qu'il puisse se représenter une nouvelle fois? Est-ce que vous... C'est pas... Mais cette population-là a toujours vu ça d'un mauvais œil. En 2011, c'était pareil. La population avait vu ça d'un mauvais œil. Mais les Occidentaux l'avaient imposé. Donc là, cette fois-ci, il y a un grand pays occidental qui a dit non, on ne soutient pas. Nous pensons que Trump a pesé sur le fait que le monsieur ne soit pas réélu. Donc, enfin, ne se réinstalle pas à nouveau en dictateur. Donc les faits sont là. Donc après, on n'a pas de démonstration fine, mais les faits sont là qui montrent que la présence de Trump a changé beaucoup de choses. Une question plus légère. Qu'avez-vous pensé de son absence lors de l'investiture de M. Biden? Je pense qu'il est cohérent avec lui-même. Il considère que c'est une élection truquée, volée. Donc il n'a pas à cautionner cela en étant présent. Donc il est logique, cohérent avec lui-même. Comme il a toujours été, c'est le seul président au monde. J'ai entendu même des gens qui étaient contre lui, des journalistes qui étaient contre lui, qui ont reconnu qu'il a accompli ce qu'il avait annoncé. Il avait annoncé pour Jérusalem, il a accompli. Il avait annoncé la construction du mur. Il n'a pas achevé, mais il a commencé, il a fait une bonne partie. Il avait annoncé la guerre commercial contre la Chine. Il l'a fait. Donc c'est le seul président, depuis que moi je suis un humain conscient, qui a dit des choses pendant la campagne et qui les a menées à bien quand il a été au pouvoir. La plupart disent des mensonges pour ne pas les accomplir au pouvoir. C'est cela. Et maintenant qu'il est parti, comment vous voyez le monde avec Biden qui arrive au pouvoir? Je pense que maintenant qu'on est parti,
le nouvel ordre mondial va avancer à grands pas. Nous avons déjà vu Biden mettre un ministre transgenre, un ministre homosexuel, donc c'est fini. Donc l'homme artificiel va prendre le pouvoir, donc l'homme contre Dieu va prendre le pouvoir. Et on a à déplorer maintenant le sport des femmes, puisque Biden a signé un décret autorisant désormais les transgenres à concourir avec les femmes, avec les filles. Donc, quelqu'un qui était homme, qui se transforme en femme, peut concourir avec les femmes. Nous savons que c'est inégal. Donc, ça va tuer les vraies femmes, les vraies filles. Et on dit que Trump est contre les femmes. Ce sont ces personnes-là qui sont contre les femmes. Merci, Pasteur Moshe. Nous passons à notre dernier sujet, qui est intitulé Info chrétienne. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la pandémie, on voit fleurir partout dans le monde toutes sortes de prophéties, des prophètes en Afrique, ici en Europe, partout, qui disent bizarrement aujourd'hui ils voient l'avenir, ils n'ont pas vu le coronavirus, mais aujourd'hui ils voient l'avenir, mais ce sont des prophéties de malheur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez entendu parler de ces prophéties? Peut-être que vous-même vous en avez aussi. C'est l'occasion d'en parler. Non, moi je n'ai pas de prophétie de malheur. Nous, on prophétise Jésus. On dit que Jésus est la solution. La fin du monde est proche. Le royaume de Dieu est déjà là. Que les gens sortent du royaume du monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, les prophéties de malheur, les prophéties alarmistes, qui se limitent à dire, voilà, Satan va prendre le monde, le nouvel ordre mondial va prendre les choses en main, on ne pourra pas y échapper. Au mois de mars va se passer telle chose, et puis au mois d'août, et telle autre chose. Et sans qu'il y ait une exhortation, sans qu'il y ait un conseil donné aux chrétiens, sans qu'il y ait une édification, ce n'est pas des prophéties qui viennent de Dieu. Vous pensez que ces messages négatifs doivent être suivis par un message d'espoir? D'espoir et de victoire pour les chrétiens. De victoire pour les chrétiens parce que les promesses du Seigneur n'ont pas changé pour nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ces promesses-là n'ont pas changé. Donc même si nous savons que le nouvel ordre mondial s'installe peu à peu, petit à petit, nous devons garder la logique que tant que nous sommes sur terre, nous, l'Église du Seigneur, nous sommes vainqueurs de tout cela dans la mission que Dieu nous a confiée. Au lieu qu'on se dise, c'est le moment de se lever et de répandre la parole de Dieu dans le monde entier, donc la parabole des invités, donc envoyer les gens partout, dire aux gens que le royaume de Dieu s'est approché, la fin du monde est proche, venez, Jésus veut vous sauver. Donc on dit aux gens, ben, c'est fini, nous sommes coincés, l'ordre mondial a pris les rênes, et c'est tout. Non, c'est faux. Donc, tant que nous sommes ici sur terre, il est écrit, votre Père a choisi de vous donner le royaume, petit troupeau. Donc, même si l'ordre mondial est en train d'avancer, tant que nous sommes vivants ici sur terre, nous, l'Église du Seigneur, l'ordre mondial n'est pas plus fort que nous. Voilà. Donc, c'est à nous de faire le travail de Dieu, de sauver les gens. Et ces prophéties-là qui se limitent en quelque sorte à vanter que c'est que Satan peut faire, ça ne vient pas de Dieu, c'est des instruments du diable pour déstabiliser les enfants de Dieu, les pousser à déprimer, à ne plus rien faire, à ne plus combattre dans la prière. Nous, on dit au contraire qu'il faut se lever dans la prière, puisque Satan se lève, nous aussi on se lève dans la prière. Le jour où Jésus considérera que nous n'avons plus de force ici sur terre, nous n'avons plus rien à faire, nous serons certainement vaincus par les forces des ténèbres. Il nous enlèvera. Tant qu'il nous laisse sur terre, c'est que la victoire nous appartient. Le mot de la fin, Pasteur Moshe, nous arrivons au terme de notre émission. Le mot de la fin, c'est que c'est visible. Le complot mondial est visible. Le départ de Donald Trump, ça nous montre l'évidence du complot mondial avec l'impeachment. Donc on cherche à l'enlever. Donc même s'il n'est plus là, mais on cherche à l'enlever encore. Donc ça nous montre qu'on est à la fin. L'ordre mondial est en train de prendre le pouvoir. Le Covid, avec toutes les mesures de restriction, nous montre qu'il y a un complot derrière tout cela, que tous ceux qui voient cela viennent à Jésus, viennent dans le royaume de Dieu, dans le royaume du plus fort. C'est l'intelligence simple que de choisir le camp du plus fort. Le camp du plus fort, c'est le camp du Créateur. Et le Créateur a envoyé son Fils Jésus-Christ pour récupérer
tous ses enfants et les amener au paradis. Je nous exhorte tous à choisir Jésus, à se convertir à Jésus pour être sauvés, être préservés de tout ce qui va arriver sur le monde entier. C'est avec ces mots du pasteur Monché que nous clôturons notre émission et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine. À très bientôt.